Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Alors, monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue sur Métropole à l'heure de votre rubrique, la rubrique Le Point. Aujourd'hui, nous parlerons économie. Mais la crise qui gangrène le pays est multisectorielle, évidemment, multiforme, dirait certains. Mais ça a toujours un impact sur le plan économique comme sur le plan sociopolitique aussi. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Et aujourd'hui, avec vous sur le plateau, l'économiste William Savary, à qui nous disons bonjour et bonsoir et bienvenue sur Métropole. Nous vous rappelons que vous êtes le président fondateur de Haiti Stock Exchange également. Merci de votre disponibilité à Métropole. Bonjour, M. Desauguste. Bonjour, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Métropole. Bonjour Haïti, bonjour tout le monde. Premier barré notamment avec vous, c'est question d'injection. On va dire à répétition, pas même en permanence, mais à répétition surtout, sur le marché d'échange à chaque fois qu'il y a, si nous voulez, une balance, un déséquilibre, s'il le faut, dans le taux de change. Comment comprendre cette nouvelle injection de la Banque de la République d'Haïti sur le marché local? Bon, les injections en général font partie de la politique d'intervention de la BRH. Donc, il servent avec injection en général pour toutes les fois qu'il y a un dérapage entre deux changements pour essayer de stabiliser. Mais normalement, c'est pas une stratégie qui fonctionne. Parce que vous pouvez affecter le taux de changement pour 1 jour, pour 2 jours. Après ça, il va recommencer. Parce que moi, si on trader, on négociant sur le marché d'échange depuis près de 30 ans, en général, ce que nous faisons dans le champ de négoce sur l'échange. Nous toujours à la guerre de intervention Banque centrale pour nos propositions opposées. Parce que nous connaissons que l'intervention Banque centrale sont par effet, c'est de courte durée, 1 jour, 2 jours. Après ça, le marché reprend sa tendance. C'est de la poudre aux yeux, selon même, sur le marché d'échange? Bon, c'est même pas nécessaire, c'est vraiment plus que la poudre aux yeux, parce qu'en le faisant indirectement, ils sont en train d'appauvrir le pays. Parce que chaque fois qu'on fait une injection, c'est la réserve pays encore retirée. Okay? Parce que Haïti, nous ne sommes pas le Federal Reserve, nous faisons des rentrées de devises, c'est à partir de nos exportations, à partir des fonds qui nous sont parvenus à travers les programmes d'aide. Nous avons la diaspora. Donc, et tout ceci, ce sont les produits nets des rentrées qui sont accumulées en réserve. Donc, le négociateur fait ça. C'est vraiment appauvrir le pays parce que moi, je crois qu'il y a pas longtemps, il y a peut-être 5 ans ou 6 ans, que réserve nous était presque 1 milliard ou 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est en dessous de 1 milliard, même quand même en dessous de 700 millions. Donc, vraiment, c'est vraiment une façon vraiment d'appauvrir le pays. Il y a une observation que le citoyen ordinaire l'a fait, le citoyen lambda commun des mortels l'a fait, c'est qu'après toute injection scénario, Gould a toujours perdu valeur. Oui, parce que c'est pas la décision qu'il faut prendre. Parce que décision pour prendre pour renforcer la valeur de la monnaie, il faut d'abord des réformes au niveau de la monnaie dans le pays. Il faut des réformes bancaires, il faut des réformes sur la loi des corporations, même au niveau des lois sur la comptabilité. Au combat en Haïti qui est vraiment décevant et vraiment désarcelant. En Haïti, nous avons ce qu'on appelle la loi comptable. C'est une loi comptable, monsieur, adoptée, qui n'a pas gagné pour loi avec norme internationale comptable. C'est loi comptable, pas non. Donc, alors que la comptabilité, pour qu'il y ait transparence, il faut avoir la possibilité de comparer les entreprises en Haïti aux entreprises, quelles que soient les entreprises dans quel que soit le pays. Et ceci, il faut pouvoir calculer les ratios d'équivalence. Donc, avec en vertu de loi comptable, ou pas foutu équivalent pour qu'on ait valeur société en Haïti comparativement à valeur des autres sociétés qui sont dans d'autres pays et qui sont dans la même champ d'activité. Donc, il y a une réforme ça qui est pour faire. Maintenant, l'autre question qui est fondamentale, est-ce qu'il faudrait que la Banque centrale soit encore en mesure d'émettre la monnaie? Pourquoi pas ne pas créer un currency board, un bureau d'émission et retirer de la Banque centrale, laisser la Banque centrale comme un organe régulateur pour réguler les banques, le secteur bancaire, mais la monnaie en soi,
peut-être enlever de la Banque centrale et être la responsabilité d'une entité qui s'en occupe. Maintenant, ou gagner à part de tout ça, ou gagner le mandat de la Banque centrale. Le mandat de la Banque centrale, sous garde des livres qui près de 7 à 8 bagages là-dedans, et gagne là-dedans qui pas du domaine de la Banque centrale, qui est supposé du domaine de l'économie et des finances, qui est supposé du domaine du ministère du Commerce, tout mélangé et tout sous de Banque centrale. La Banque centrale n'a pas de bagages sous de que finalement, il n'est pas foutu prendre des décisions, même si les gars qui sont là, soit, je ne vais pas faire commentaire sur leurs compétences ou leurs incompétences, ce n'est pas mon business, mais ils ont trop sur le dos. Deuxièmement, vous gagnez une situation côté que les décisions qui sont prises au niveau de la Banque centrale sont politisées. Donc la Banque centrale, aujourd'hui nous avons un vacuum politique, mais il arrive avec Jovenel Moïse et Michel Martelly bien avant lui et les autres avant lui, la Banque centrale faisait partie d'outils de politique du gouvernement, surtout du pouvoir exécutif. Donc, il faut dépolitiser la Banque centrale. Maintenant, tout ça mis à part, il faut arriver à un point où la population, ou le secteur privé, ou les gens du pays, ou la nation puissent faire confiance à la Banque centrale. Pour toutes les fois où il y a une absence de confiance, où la confiance soit, et il y a une érosion de confiance, ça se manifeste directement sur la monnaie. Donc, où il y a ça. Maintenant, où il y a le barrière qui vraiment que personne ne peut regarder, c'est l'exode qui se fait aujourd'hui en vertu des incertitudes que nous vivons maintenant. Un exode massif qui a fait, un exode massif qui se fait maintenant aujourd'hui, parce qu'il y a un paquet de professionnels qui ont quitté le pays, où il y a les gens qui ont parti avec capital, où il y a des gens qui ont quitté, qui ont retiré l'argent en Haïti, qui ont mis le dehors. Donc, vraiment, il y a une situation explosive pour le pays, qui est capable de perdurer, capable peut-être de mettre encore davantage de pression sur la monnaie. Maintenant, et qui ça fait comme effet? Parce qu'à chaque fois, il y a dollarisé, dédollarisé ou gourdarisé, pour reprendre une expression que vous avez passée, non? Donc, qui ça fait sur l'économie à court, moyen et à long terme? Aucune. Les opérations de change sont les opérations de change. On va nous mettre l'argent capital disponible. Par exemple, il y a 4 grandes entreprises dans le pays qui s'engagent dans la rapatriation de leurs profits. Ou bien Digicel, ou bien Brana, ou bien comme il faut. Ensuite, au quatrième, ce sont les gars qui sont dans le pétrole. Mais au moment de rapatrier leurs profits, ils ont besoin de dollars. Donc, et au niveau de la Digicel, je pense que tous les 3 mois, ils rapatrient au-delà de 10 millions de dollars. Donc, vraiment une situation que l'injection peut capable suspect que le fait au moins que soit coïncidé avec les besoins de rapatrier les profits. Donc, on n'a pas de bonne situation qui est sous-jacente qu'on ne connaît, que pas connaît, et qu'il faudrait avoir des investigations ou des recherches qui se font pour comparer les états financiers des entreprises, les états financiers de la banque, le mouvement du capital. Donc. Vous savez, M. William Savary, on reproche aussi à la Banque de la République d'Haïti, à la Banque centrale, de ne pas réguler le marché ou de ne pas pouvoir réguler le marché. Je ne pense pas. Je pense que la Banque centrale fait un effort, mais il faut remarquer que tout en Haïti est politisé. Parce que vous prenez par exemple la situation des taxes. Lorsqu'il s'agit de payer les impôts, les hommes d'entreprise, les hommes d'affaires de ce pays, s'ils sont proches du pouvoir, ils ne paient pas d'impôts. Donc, ils ne paient pas, c'est pas parce que les impôts ne sont pas dus, c'est parce qu'il y a eu une intervention politique qui a ordonné à EDH ou à DGI de laisser passer. Quand c'est fait couvrir ça. Au niveau de la douane, il y a des gars qui jouissent d'exemption. Ils fait bagaille rentrer en Haïti, ils fait bagaille sortir, ils ne pas payer un goût de taxe. Okay, mais et lorsqu'il s'agit, et ceci, ce sont des privilèges qui leur sont accordés, et en majeure partie sous l'influence de l'exécutif. Donc, lorsqu'il y a une situation, ça, il n'est pas capable de vraiment blâmer la Banque centrale, parce que c'est comme j'avais dit tantôt,
la Banque centrale, il faudrait dépolitiser la Banque centrale et laisser les gars faire leur travail selon leur niveau de compétence ou incompétence. Ça ne me concerne pas. Mais il faut les laisser la main libre d'exercer leur profession. Alors, l'autre point précis sur lequel les gens mettent l'accent en disant cela, c'est que, par exemple, chaque monde a un taux. Et la banque fait des propositions et n'est pas capable d'imposer rien à personne, ni aux banques, qui peut-être ont une prérogative première, si vous voulez, en termes de mission bancaire, mais qui entraîne dans la question vente de dollars, etc. Il y a une question de maison de transfert qui est même tout quelque part, même si la banque fait des propositions souvent, mais en termes de force, de s'imposer ou d'imposition aussi en ce qui a trait à ce marché. Puis, sur le marché informel, n'importe qui fait n'importe quoi et vend le dollar ou la goutte à n'importe quel prix. Peut-être c'est ces points-là qui... Moi, je ferai attention, je serai plutôt nuancé dans la caractérisation de la liberté, ou bien, si vous voulez, de la réglementation du marché. Pourquoi? Parce que, premièrement, la Banque centrale ne peut pas imposer un taux. Tout même que le ministère de l'Affaires sociales ne peut pas imposer un salaire minimum. Okay? Il doit gagner. Il y a ce qu'on appelle les indices, les indications qui vous disent voilà la moyenne qui existe sur le marché. Et autour de cette moyenne, les gens peuvent pivoter. Donc, lorsque la Banque centrale publie le taux de référence, qui est d'ailleurs un taux qui est calculé selon les taux qui sont en vigueur, donc c'est-à-dire où une tautologie là, son taux déterminé par l'autre taux. Donc, ça, c'est l'autre discussion. Mais, on ne peut pas imposer. L'obligation première des banques, c'est d'être rentable. Si les banques ne sont pas rentables, qu'est-ce qui va arriver du secteur financier? Les banques vont faire faillite et vous n'aurez plus de crédit. Donc, il faut vraiment trouver la balance entre ce que demande le marché, les exigences de rentabilité des institutions qui sont engagées dans le business de la finance. Donc, il faut trouver cette balance. Maintenant, au niveau des gens qui sont dans les rues, les marchés de change, il y a une réforme qui peut s'imposer. La Banque centrale peut imposer des réformes. Par exemple, pour qui ça, c'est dans le coin de la rue pour les gars vendre gouttes avec $? Pour qui ça? Pour qui ça, il n'y a pas des lieux réglementés par la Banque centrale ou, si vous voulez, comme j'avais tantôt dit, une instance qui a la responsabilité de l'émission de la monnaie, qui établit ces centres et qui les gère. Comme ça, tout le monde connaît le gain pour changer comme côté au aller. Et ensuite, les taux sont affichés. Il y a la sécurité, il y a le respect de la loi, c'est réglementé. Donc, il y a ça. Il faut vraiment faire attention de ne pas blâmer les banques parce qu'il y a tellement de politique maintenant. Une banque, la responsabilité première d'une banque, c'est d'être rentable. C'est envers ses actionnaires, c'est pas envers ses épargnants. Parallèlement, je dois vous dire que les banques en Haïti sont les banques les plus rentables de la Caraïbe. Ah bon? Oui. Donc, parce que j'ai eu, en fait, il y a 3 ans, j'avais fait une recherche en comparant les taux de rendement, le return on capital, entre les différentes banques de la région. Banque haïtienne est très, très, très rentable. Mais c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles le secteur bancaire en Haïti soit stable. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une manière de faire transaction et souvent des débordements et des amalgames en termes de transactions, de missions aussi, qui permettent à ce qu'il y ait ce niveau de rentabilité? Non, c'est simplement ils sont bien gérés. Les gars qui sont propriétaires de banques, ils ne sont pas des idiots. Ouais, maintenant, on peut ne pas être d'accord avec leur façon de gérer. Ça, c'est un autre débat. Hein? Mais en matière de performance, ils sont très performants. Pour les actionnaires, et c'est ça leur objectif premier. Maintenant, on a parlé de réglementation qu'on est capable de mettre des garde-fous pour certains bagages pas faits. Ouais, c'est autre chose. Hein? Maintenant, le portefeuille des affaires des banques. Les banques, vraiment, les affaires sont limitées. Il y a un prêt hypothécaire, il y a un prêt commercial, il y a un short, prêt à court terme, des prêts à long terme, il y a un prêt sous machine. Et puis, il y a un crédit, il y a une banque, il y a un compte d'épargne. Mais tout ceci, c'est vraiment leur portefeuille. Mais toutes les banques ont les mêmes.
Maintenant, la créativité de la banque vient, c'est comment que la banque s'en serve de l'écart entre les taux d'intérêt qui est payé et qui sont payés et les taux d'intérêt que la banque, du rendement du portefeuille de la banque. Donc, c'est vraiment là où le bas blesse. Si la banque peut placer ses capitaux de façon rentable et de loin supérieur au taux d'intérêt qui est payé aux épargnants, bon, la rentabilité de la banque devient considérable. Monsieur William Savary, aidez-nous à comprendre cette situation. Malgré le climat ou l'environnement socio-économique délétère que connaît le pays, la crise multiforme qui frappe aussi la société, certaines banques ne sont jamais en perte. Mais la banque n'est pas supposée avoir des pertes. Comment expliquer ça? Mais ils sont dans le business de rentabiliser le capital. Si la gestion d'une banque amène une banque à avoir des pertes, cette banque va faire faillite. La banque peut avoir des problèmes de liquidité parce qu'en fait, vous savez, en Haïti, il y a, surtout aujourd'hui, avec l'exode qui se fait, il y a beaucoup de propriétés que les banques sont obligées de saisir. Mais une banque, ce n'est pas le business de la banque d'avoir dans son actif, dans son état financier, des propriétés, mais la banque a besoin de capital pour rouler et gagner des intérêts et des frais sur le capital investi ou placé. Donc, ce n'est pas le business de la banque d'être propriétaire de millions de propriétés. Donc, c'est pas... Non. Mais le contraire est également vrai au niveau social, dans les institutions, si vous voulez, privées, d'autres institutions peut-être qui ont des rapports avec ces banques-là. C'est souvent la perte totale, le déficit total. Quand ça va mal, quand le climat socio-économique, quand l'environnement économique est délétère, comme ça n'est le cas aujourd'hui. Maintenant, il faut faire attention, mais on ne peut pas blâmer les banques pour la gestion maladroite des chefs d'entreprise. Alors, on est en train de comprendre, pas de blâmer. Oui, non. On essaie de comprendre. Parce qu'il y a dans toute entreprise, par exemple, vous avez une situation en Haïti où les entreprises, pour se financer, en fait, pour financer le fonctionnement d'une entreprise, il vous faut du capital à court terme. C'est-à-dire du capital qui sont utilisés pour le fonctionnement, pour accumuler l'inventaire, pour payer les loyers, payer les ouvriers, en fait, les dépenses courantes. Mais plusieurs personnes en Haïti font des prêts et donnent leur propriété en collatéral et financent leur entreprise à partir d'hypothèques qu'ils ont obtenues en donnant leur propriété comme collatéral. Mais ce sont des prêts à long terme. Vous comprenez? Maintenant, lorsque vous avez des prêts à long terme sur votre entreprise, il y a des ratios qui existent, les ratios entre les prêts à long terme et le capital de l'entreprise, qui ne vous permettent pas de répondre aux besoins financiers sur le court terme. Donc, les gens gèrent leur entreprise, mais ne tiennent pas compte des ratios qui existent pour la bonne marche des entreprises. Donc, et c'est pas évident que toutes les entreprises vont survivre. Parce que les entreprises qui sont bien gérées vont survivre, celles qui sont mal gérées vont faire faillite. C'est pareil aussi pour certaines banques dans le climat, dans l'environnement financier ou économique d'un pays. C'est pourquoi vous voyez que les gars qui gèrent les banques dans ce pays ne sont pas des idiots. Malgré le climat d'incertitude qui existe, ils sont encore là. Maintenant, leur revenu va sans doute connaître des chutes parce qu'il y a beaucoup de dettes délinquantes. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas payer les échéances, mais ça va se refléter sur le court terme. Mais sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer? Les banques, les intérêts qui ne sont pas payés vont être capitalisés sur le prêt. Donc, les banques ne vont pas perdre. Nous allons observer la pause, M. William Savary, mais après, nous parlerons la gouvernance publique et rapport sanguin avec l'économie et surtout dans le climat actuel. Côté que un président mourit, il y a un premier ministre, il y a une discussion, il y a une sorte de chaos politique, quelque part, où les acteurs ne s'entendent pas vraiment. On parle d'élection, on parle de référendum, nous parlons ça peut-être après pause là, gouvernance publique, donc et relation avec économie dans l'émission. Très bien. Voilà, madame, monsieur, nous recevons aujourd'hui l'économiste William Savary, fondateur de Haiti Stock Exchange, qui est là avec vous et qui a aidé nous comprendre et partager opinion les tous sur l'environnement macroéconomique pays. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.
Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité, c'est l'expert en économie, William Savary, président de Haiti Stock Exchange, qui est là avec vous. Monsieur William Savary, bon retour. Merci, monsieur Desaugustes. Non, on peut écouter un président mouru, assassiné, il était gagné des projets en cours, l'État a gagné des décisions que l'État prend, il y a un budget qui était en cours d'exécution ou bien en fin d'exécution. Il y a un premier ministre monté avec tout ça, ça vient comme conflit politique. C'est-à-dire, nous gagnons devant nous un environnement, un climat socio-économique qui est fragile, sous les vassalisé, brisé quelque part, parce que c'est au niveau macro que l'économie en prend un coup. Comment nous devons comprendre ça? Bon. Normalement, moi, vraiment toujours essayé d'éviter de faire des commentaires sur la situation politique en Haïti. Parce qu'en Haïti, tout ça dit qu'il y a un rapport politique, il y a des gens qui toujours interprété d'une façon ou d'une autre et jamais selon les intentions que la chose a été dite. Okay, parce que en fait, c'est facile, c'est beaucoup plus facile pour les gens alors, les gens préfèrent ne pas comprendre la profondeur des réflexions. Ils prennent à la volée et puis ils virent la tête en bas. Alors qu'en général, je suis très soigneux, très précautionneux dans ce que je dis et je pèse mes mots. Ça, c'est pour commenter de matière. Précaution, va répondre. Oui. Maintenant, en ce qui concerne... Bon, nous avons une situation, effectivement, qui inquiète. Parce qu'on n'est pas capable l'inquiétude se manifeste sur la menace de la souveraineté nationale. C'est la première chose. Parce que si on arrive en situation là que un président capable la Kaedi, ensuite il a assassiné lui, ça veut dire que ou pas gagner des forces de sécurité même pour protéger les personnes les plus importantes de ton pays. C'est-à-dire ni moi ni où ne pas protéger. Ça me ramène à l'armée. Parce que lorsque nous avions eu l'armée, il y avait à l'intérieur de l'armée un corps entraîné pour la protection du président de la République. Ce n'est le cas aujourd'hui avec GPN, USP, FATSIM, qui est spécialisé selon toute sa... Non, pas l'Ogonia, c'est vraiment des gens qui ont la responsabilité de la sécurité du président et qui sont entraînés et qui acceptent de mourir pour la sécurité du président. Ça, c'est premièrement. Je pense que ne pas avoir l'armée, c'est vraiment une faute à nous autres. Et ça, c'est pas gagné pour les étrangers, parce qu'on n'a pas quelqu'un qui a parlé de étrangers qui fait ceci, qui fait cela, ou bien Mulat fait ça, Mulat fait ça. Ça n'a pas gagné pour ni étrangers ni Mulat, c'est que nous avons opté de détruire notre armée sous l'influence des Américains. Bien sûr, il faut le dire, mais nous aurions pu reconstituer notre armée. Et bien, il n'y a pas eu l'effort n'a pas été fait pour que notre armée soit reconstituée, pour que le pays puisse être en sécurité et la souveraineté nationale soit préservée. Premier bagage. L'autre bagage qu'on gagne, c'est que l'assassinat du président met à nu les faiblesses qui se sont accumulées sur une période de 10 ans. Okay? En fait, mieux que 10 ans. Depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, le pays, les institutions du pays, légèrement et petit à petit, ont été émiettées jusqu'à ce qu'on arrive pour gagner ça, à côté que par aucune institution qui n'a aucune force. Personne dans le pays, en fait, très peu de gens dans le pays ont encore confiance dans les institutions qui gèrent le pays. Il y a un effort qui se fait aujourd'hui, côté que pour recadrer et recentrer la balle, il y a des hommes politiques qui se positionnent pour prendre le pays en main. Une là, c'est Joseph Lambert, ancien sénateur de la République. Non, toujours sénateur, président du Sénat. Président du Sénat. Donc, je pense que d'un point de vue de la Constitution, c'est lui ou le juge de cassation. Mais selon la Constitution, il fait partie des gens qui est appelé à remplir cette fonction. Vous avez les ministres, les anciens qui se sont constitués en conseil d'un ministre, l'actuel gouvernement, qui essaie d'apporter une certaine stabilité à la nation. Bon. Et tout ceci pour vous dire que la période d'incertitude que ça crée,
la période d'instabilité que ça crée devrait nous inquiéter tous, devrait nous interpeller tous. Et l'impact économique devient plus grave encore. Bon, et l'impact économique, il faut faire attention pour ne pas blâmer les échecs économiques sur des événements ponctuels. Hein, parce que la dérive économique que nous connaissons aujourd'hui, ça date de 10 ans, et même beaucoup plus. Donc, il faut vraiment faire attention. Moi, je ne ferai pas ça parce que le président et moi, à Port-au-Prince, mais l'agriculture, les gens continuent à planter leur riz, leur pois, leur aubergines, leur maïs, etc. Donc, au niveau des ports, il y a l'importation des marchandises qui continue. Au niveau des frontières, des douanes. Donc, les activités continuent. Ça n'arrête pas le monde. Non, ça n'arrête pas le monde. Ce que l'on peut voir maintenant sur le plan ponctuel, mais impact indirect, c'est que ça envoie un mauvais message aussi sur le plan sécuritaire pour le pays en termes d'investissement. Bon, maintenant, ceci est un code pour dire qu'il faudrait les investissements étrangers. Hein? Parce qu'en général, il y a beaucoup de gens dans le pays qui pensent qu'il faut le capital étranger pour venir en Haïti pour développer le pays. Moi, je ne suis pas de cet avis du tout. Le capital étranger ne viendra jamais en Haïti tant que les Haïtiens eux-mêmes n'investissent pas dans le pays. Tant que les Haïtiens eux-mêmes ne remplissent pas leurs fonctions et payent les impôts qui sont dus au gouvernement. Parce qu'il n'y a pas un gouvernement qui a fonctionné, avec qui ça ne peut pas fonctionner si les citoyens ne sont pas d'accord payer taxes. Donc ça, je suis très catégorique là-dessus. Donc il faudrait d'abord que les réformes que j'ai mentionnées tantôt, il faudrait qu'on s'engage à faire ces réformes pour que l'État puisse avoir les moyens de sa politique. L'armée, il y a eu une rumeur qui circule que les Haïtiens ne peuvent pas avoir une armée parce que les Américains ne vont pas financer l'armée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait au moins une équipe de gens qui réfléchissent sur comment financer l'armée, sans l'aide des Américains ou dans l'aide de la France ou du Canada. Si vous voulez pour vous protéger votre souveraineté nationale, c'est votre responsabilité d'avoir votre armée. Vous voulez que le pays soit calme, c'est votre responsabilité au niveau de nation d'avoir les forces militaires et les forces nécessaires pour que la stabilité, si elle doit être imposée par la force, dès qu'elle soit imposée. Parce que parfois, il faut la force. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de sortir des normes démocratiques que les gens aiment bien énoncer, quoique je pense que c'est pour faire dodo les enfants. Mais il faut quand même que quelqu'un soit responsable. Parce que je vois qu'en Haïti, depuis de nombreuses années, que les gens responsabilisent d'autres personnes. C'est toujours la faute du blanc, c'est toujours la faute du mulâtre, c'est toujours la faute de la femme, c'est toujours la faute du chrétien, du vaudouisant, du musulman. Et un président est assassiné, personne n'est responsable. Et personne n'est responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Où sont les responsables de ce pays? Où sont les gens qui vont prendre les décisions dans ce pays et qui vont se mettre debout ici? Moi, je compte. Où sont ces gens-là? Pourquoi il faut blâmer quelqu'un d'autre? Alors que c'est notre pays. Pour revenir à l'investissement, il n'y a pas que l'investissement étranger, M. William Savary, qui peut être remis en cause en ce sens-là, parce que c'est vrai que l'étranger n'a pas investi, mais un homme d'affaires qui a un capital aujourd'hui, comment le convaincre? Non, ça dépend. Ça dépend investir dans le pays, alors que le premier d'entre nous est assassiné. Non, ça dépend dans quelle affaire est-il engagé. Soit le Brana a fait bien chaque jour. Monsieur qui a fait cola, il fait cola chaque jour. Monsieur qui a fait textile, il a assemblé radio, il a fonctionné chaque jour pour vous y aller. Mon qui a planté café, il a planté café. Le qui a planté du riz, il a planté du riz. Maintenant, il faut vraiment faire attention et identifier exactement les secteurs qui pourraient être affectés. Parce que l'économie, quand même, a plusieurs industries. Même à l'intérieur des secteurs, il y a des industries. Par exemple, vous prenez le secteur du loisir, l'industrie du loisir. Bon, les hôtels sont affectés, les restaurants sont affectés, les concerts sont affectés, mais ceci, c'était déjà affecté à cause de Covid. Le secteur culturel, certainement. Oui, mais à part de ça, quoi d'autre pouvez-vous identifier qui a été affecté? Quoi d'autre? Vous comprenez? Donc l'économie n'est pas un seul. L'économie est composée de plusieurs industries. Elle est transversale. Donc il faut vraiment faire attention et être plutôt serein dans les... Maintenant, au niveau des dépenses ou bien des finances publiques, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact?
Bon, vous avez le grand problème que vous avez avec les finances publiques, c'est qu'il n'y a pas de taxes. Le fait, c'est pas qu'il n'y a pas de taxes. les gens se révoltent et ne payent pas les impôts. Et les gens ne payent pas les impôts, c'est parce que c'est en vertu des décisions politiques. Vous avez eu des sénateurs qui accordent les zones franches, vous avez les franchises douanières, vous avez le commérage entre le politique et le commerce. Donc, et normalement, vous devez comprendre que l'État a plusieurs fonctions. Une fonction de régulateur, une fonction d'assurer la sécurité publique, mais l'État a aussi une fonction de la redistribution de la richesse. Et la richesse, pour la redistribuer, il faut faire les impôts. C'est aussi à travers les impôts que ça se fasse. Hein? Bon, les impôts qui arrivent, que l'État s'en sert pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes, etc. Mais lorsque les impôts ne sont pas payés, maintenant, il faut aussi mettre en parenthèse, un gars qui ne paie pas les impôts ne paie pas non plus ses cotisations sociales. Par exemple, au niveau de l'OFATMA ou au niveau de l'ONA. Maintenant, non seulement que le gars appauvrit l'État en refusant de payer les impôts, mais il appauvrit aussi la population, parce que ce sont les institutions comme ONA, OFATMA, ce sont les institutions à travers lesquelles les populations trouvent des services. Par exemple, à travers ONA, il y a un patrimoine qui se constitue, mais c'est à partir des contributions qui sont versées au nom des employés. Mais lorsque le gars ne verse pas les contributions qui sont dues à ses employés, il appauvrit l'employé. Et qu'en est-il lorsque l'État est un mauvais gestionnaire de ses propres deniers? Écoutez, maintenant, je ne rentre pas dans la logique que l'État est un mauvais gestionnaire. Parce qu'il faut dire que nous avons élu des hommes d'État et c'est eux qui gèrent la nation. Vous ne voulez plus de ces hommes d'État, allez élire d'autres personnes. C'est vraiment, il faut pas... Ça ne veut pas dire que vous devez vous abstenir de votre responsabilité. Maintenant, la question pour laquelle les gens ne payent pas leurs impôts, ce n'est pas parce que l'État est un mauvais gestionnaire. Ils le disent, mais ce n'est pas vraiment ça la raison. La raison, c'est parce que les hommes d'affaires de ce pays conçoivent la taxe comme un coût. Et ils conçoivent la contribution sociale comme des coûts. Pas comme un devoir. Pas comme un devoir. Hein? Et dès que vous êtes un capitaliste, vous êtes un homme d'affaires, et vous commencez à contempler que vos responsabilités sociales sont des coûts, votre première réaction, c'est de réfléchir comment diminuer ces coûts pour augmenter votre rentabilité. Hein? Maintenant, ce qui est amusant... N'est-ce pas frauduleux quand ça arrive? Bon, écoutez, c'est tout ce que vous voulez. Mais ce qui est amusant, la responsabilité d'un homme d'affaires, ce n'est pas de couillonner l'État, ce n'est pas de couillonner ses employés, mais c'est d'étendre ses capacités de production. Parce que plus vous êtes en mesure d'étendre votre capacité de production, plus vous êtes en mesure de gagner du profit. Maintenant, ce que les gens en Haïti font, ils augmentent leur profit en couillonnant l'État et en couillonnant leurs employés. It doesn't make sense. Vous comprenez? Donc, au lieu de réfléchir comment vous allez augmenter vos revenus de 10%, mais vous voyez que ces 10% doivent sortir de l'application de vos devoirs envers l'État pour payer les impôts ou de verser les contributions envers l'ONA, mais si vous devriez penser comment vous pouvez passer votre production de 1 million à 1,2 million. Est-ce que ce n'est pas cette économie-là que l'on appelle une économie criminelle, lorsque les hommes et les femmes d'affaires, ceux-là qui détiennent le monopole ou bien le leadership économique, ne pensent qu'au profit, au détriment de tout le reste, de toutes les autres, si vous voulez, couches quelque part? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle l'économie criminelle, donc dans un pays ou dans un monde, tout simplement? L'économie criminelle, a plutôt à faire avec les activités criminelles comme l'économie basée sur la drogue, les activités illicites, etc. De manière classique, évidemment. De manière classique. De manière classique, oui, parce que maintenant, il faut vraiment se rendre compte qu'un capitaliste, comme vous d'ailleurs, chaque personne se bat pour ses intérêts. Chaque personne défend ses intérêts. Mais en défendant vos intérêts, vous avez également des obligations sociales auxquelles il faut répondre. Quand on ne les honore pas à ce moment. Bon, là, c'est la responsabilité de l'État de s'imposer. C'est pourquoi il vous faut élire des hommes d'État compétents. Lorsque vous élisez des gens qui ne peuvent pas lire et écrire, ou qui ont le minimum de savoir, le minimum de compétences, vous ne pouvez pas attendre autre chose. Hein, c'est le résultat des résultats de vos élections que vous vivez là aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez,
c'est pourquoi, en fait, j'évoque souvent la question de couleur en Haïti. Parce que la question de couleur nous met dans un embarras dans lequel les gens refusent de sortir. Parce que la question de couleur convient aux politiciens. C'est plus facile pour eux de dire aux gens, votez pour moi parce que vous me ressemblez. Un discours facile. Un discours facile. Hein? Et alors que l'électeur, lui, il répond à ce discours. Au lieu de lui dire, voilà, votez pour moi, voilà mon programme. Et si vous allez sur la base de programme, c'est plus la question de couleur qui joue, mais c'est qu'est-ce que vous offrez et comment ce que vous offrez défend ou permet à l'autre de percevoir ses intérêts, de percevoir son avenir, de percevoir l'avenir de ses enfants et de son foyer. Donc, il faut sortir de ce discours de couleur. Et ça nous entrave, ça nous tue. Maintenant, en plus de ça, vous avez une situation vraiment triste dans le pays, c'est que les gars qui s'engagent dans la politique ont développé l'habitude de diminuer la maîtrise du savoir. Donc le savoir devient un péché dans le pays aujourd'hui. Plus nèg la bête, plus les saute, plus vous votez pour lui. M'a voté pour nèg saute là, m'a voté pour idiot, m'a voté pour vagabond. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous avez l'impression que nous vivons dans une société où l'économie, la sociologie, donc l'éducation tiennent la politique. Tout. Donc si on ne parvient pas à dépolitiser le pays, bon, écoute, nous serons encore comme nous sommes pendant encore 50 ans ou 100 ans. Et ça peut risquer notre souveraineté nationale. Ça peut risquer notre indépendance. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de prendre les décisions pour construire la nation, pourquoi vous devriez exister comme nation? Et c'est cette question qui se débat aujourd'hui aux Nations Unies. C'est cette question qui se débat au département du département d'État américain. Pourquoi vous deviez exister si vous ne pouvez pas vous gérer? On vous menace que les bottes américaines viendront sur le pays. C'est simplement parce que vous n'êtes pas en mesure de vous asseoir et de raisonner de façon rationnelle et de prendre les décisions qu'il faut pour construire la nation. Maintenant, la majeure partie des gens qui sont engagés dans la politique voient la politique comme un moyen pour eux de s'enrichir. Mais on ne s'enrichit pas à travers la politique. Si on le fait à travers la politique, c'est au dépend de l'État. On s'enrichit en s'engageant dans les affaires, en s'enrichissant en maîtrisant les techniques de gestion des affaires. Mais si vous voulez vous enrichir aux dépens de l'État, vous êtes quelqu'un, vous allez piller les caisses de l'État. En parlant de l'ONU, du département d'État des Américains et autres, est-ce que vous ne pensez pas que le financement de certaines grandes actions, certains programmes de l'État par l'international n'est pas constitué également une sorte de plomb, de proie dans l'aile du développement économique du pays, mais aussi d'Haïti, de manière spécifique? De façon spécifique, et ma position personnelle, je pense que l'aide internationale est un frein au développement. C'est simple. Ouais. Parce qu'il n'y a aucun pays qui a été développé à partir de l'aide internationale. L'Europe a été reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale, c'est à travers des emprunts. Ce n'est pas de l'aide. Et l'aide, c'est toujours octroyé pour fidéliser un pays ou un parti politique ou une nation envers les intérêts d'une autre nation. C'est jamais gratuit. Finance commande. Oui, c'est jamais gratuit. Okay? Vous voulez construire votre nation, vous voulez développer votre pays, retroussez vos manches et reconstruisez votre pays. Cette histoire de dépendre de l'international, moi, je dis toujours, et je maintiens, que l'aide internationale devait être liée à la croissance de notre produit intérieur brut. Donc, si toutefois l'international veut vraiment contribuer à l'émancipation, à la construction de la nation, on devrait renégocier l'aide internationale pour lier l'aide internationale à notre performance. Si vous êtes en mesure de faire croître votre économie, je vais vous donner un pourcentage. L'aide sera constituée du pourcentage d'augmentation de votre produit intérieur brut. On devrait commencer à réfléchir de cette façon parce que l'aide ne fait qu'encourager la corruption. J'ai rencontré des gars récemment qui me disent comment qu'ils maîtrisent le fonctionnement de l'international pour obtenir des fonds de l'international. Mais c'est dingue ça. C'est dingue. Donc, au lieu de réfléchir comment créer la fortune dans le pays, comment créer des emplois, il réfléchit comment maîtriser les procédures de l'international pour leur
soutirer de l'argent. C'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Et il se croit intelligent, il se croit très fort, il se croit tout ce que vous voulez. Là, c'est vraiment dingue. Est-ce que ce n'est pas le fonctionnement du système qui est comme ça? C'est-à-dire, l'international de son côté prête le flanc à ça, et puis il y a des gens qui se croient intelligents et qui se prêtent également au jeu. Bon, il faut comprendre que l'international, les fonds le budget de l'international est financé à partir des impôts des nationaux, des pays en question. Ce n'est pas de l'argent gratuit. Donc, ça vient de quelque part. Hein? Donc, si vous vous mettez selon avec les normes qu'il faut, vous serez en mesure également d'imposer vos impôts, de percevoir les impôts qu'il vous faut. Par exemple, vous avez une situation au niveau de la douane en Haïti où les impôts sur certains produits sont réduits à presque zéro ou minimal. Pourquoi? Parce que le département international du commerce avait imposé, soi-disant, ces taux. Mais nous faisons partie de CARICOM. Pourquoi négocier avec le Bureau international du commerce? Pourquoi ne pas nous présenter à titre de CARICOM? C'est la zone qui négocie. Hein? Donc, il y a vraiment tellement de choses à faire dans le pays pour qu'on puisse sortir de ce marasme. Mais pour le faire, il faut avoir vraiment le courage. Il faut avoir beaucoup de courage. Parce que c'est trop facile de s'appuyer sur l'international, sur les choses faciles. C'est trop facile. Donc, au lieu de s'asseoir et de réfléchir, de planifier et de construire le pays, les gens sont satisfaits avec le peu qu'ils peuvent avoir. Nous revenons peut-être à un sujet, je dirais même individuel, parce que c'est l'individuel qui construit le collectif. Maintenant, souvent, la gestion des entreprises, quelque grandes qu'elles puissent être, est capable de bonne ou mauvaise à partir de la gestion personnelle, la gestion d'un individu. Il y a ce problème dans le pays, les gens ne gèrent pas leur économie personnelle, familiale ou individuelle, tout simplement. Comment vous comprenez cette situation dans la gestion de son propre patrimoine? Bon, vous savez, je suis un expert, je suis un licencié des autorités monétaires américaines et un expert dans la gestion. L'une de mes expertises, c'est vraiment de la gestion de patrimoine où je place les fonds de façon prudente sur le marché international pour que les gens puissent avoir un taux de rendement supérieur au taux de l'inflation. Maintenant, c'est une spécialité, c'est pas un hasard. Et ça ne s'improvise pas. La gestion du patrimoine personnel, individuel. Non, ça ne s'improvise pas parce que c'est vraiment très complexe. Parce que vous avez la gestion du patrimoine, vous avez le cash flow, vous avez la transition, le transfert des avoirs de père en fils ou de père en fille à fille aux enfants. Vous avez la constitution de trust, vous avez l'établissement des entités à l'extérieur du pays. Vous êtes pour créer votre patrimoine et le préserver contre des activités malhonnêtes qui auraient pu être portées contre vous. Donc, c'est pas un jeu d'enfant. Hein? Donc, et maintenant en Haïti, c'est pas encore dans la conscience de la population de gérer son patrimoine. C'est la réflexion, elle se fait, mais elle ne se fait pas profondément assez pour que le gars puisse se rendre compte qu'il a besoin d'un expert pour gérer son patrimoine. Les gens sont satisfaits à placer leur argent à la banque et à gagner 1%, 2%. Parfois, il y a des gens qui quittent Haïti, qui vont placer leur capital en République dominicaine ou à Miami ou peut-être ailleurs. Mais et ils sont satisfaits d'avoir leur argent à la banque. Alors que vraiment gérer le patrimoine, c'est pas placer l'argent à la banque, c'est vraiment gérer son patrimoine pour chercher d'une façon, d'une part, là où il y a les meilleures conditions fiscales, et sélectionner les titres qui sont les plus performants. C'est avoir un taux de rendement supérieur au taux de l'inflation, avoir un horizon très clair sur ce que le client veut faire. Donc, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus... Vous pensez que le développement économique d'un pays, le développement ou le progrès d'une nation peut passer par la gestion du patrimoine individuel, personnel, familial, tout simplement? Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que le développement d'une nation passe par le marché du capital, ce que je fais avec le Haitian Stock Exchange. Il vous faut un marché du capital dans le pays pour permettre que les capitaux à risque puissent être attirés vers Haïti. Ça, il vous le faut. Sans un marché du capital, il y a les entreprises, les nouvelles entreprises qui pourraient bien ne pas pouvoir se financer.
ou des entreprises familiales qui peut-être voudraient réduire la partie de leur actif dans l'entreprise. C'est à travers le marché du capital que ça se fait. Donc, il faut, l'une des importances, et le marché du capital permet effectivement la gestion de patrimoine individuel. Hein? Donc, au niveau de la gestion de patrimoine individuel, il faut vous rendre compte que l'individu qui devient entrepreneur, qui construit son entreprise, s'il ne maîtrise pas les ratios de gestion d'entreprise, son entreprise peut-être va durer une génération. Parce que il y a beaucoup d'entreprises dans le pays qui n'existent plus. C'est parce que la gestion de ces entreprises, le savoir-faire qu'il fallait pour faire marcher l'entreprise, les enfants qui ont hérité des pères ne l'ont pas eu. Ou s'ils ont été à l'école à l'étranger, lorsqu'ils sont revenus en Haïti, ils sont devenus comme les pères, comme les mères. Donc, le savoir qu'ils ont accumulé, il y a aussi ceci. Beaucoup de gens partent à l'étranger étudier, mais reviennent en Haïti sans avoir acquis l'expérience ailleurs. Donc, lorsqu'ils reviennent, ils sont aussi aboutis que quand ils étaient partis. Donc la culture de la gestion d'entreprise n'est pas transmise et ce sens-là, on part vers la défaite et vers la banqueroute, s'il le faut. Ouais. Bon, écoutez, il y a ça, mais il y a aussi cette notion où les gars n'apprécient pas la valeur de leur actif. Par exemple, vous avez au niveau du foncier dans le pays. Mais la majeure partie des gars qui détiennent de larges surface, 100 carreaux, 50 carreaux, 200, 300 carreaux. Mais ce sont des gens, au lieu de se transformer en fermiers capitalistes, qui prennent des risques, qui gèrent leur entreprise, qui gèrent leur production, parce que la terre, c'est la plus grande source de fortune. Ce n'est pas le commerce. Et c'est pourquoi en Haïti, vous avez ce débat entre les mulattes et les noirs. Les gens vous disent que les mulattes sont riches parce qu'ils sont dans le commerce. Mais le commerce n'est pas la source de la fortune. La source de la fortune, c'est dans le foncier. Et qui sont les propriétaires du foncier dans le pays? Ce sont les Noirs. La majeure partie du foncier dans le pays est détenue par les Noirs, pas par les mulattes. Donc, maintenant, et pour être propriétaire, il faut travailler. Il faut travailler la terre, il faut faire fructifier la terre. Il y a comme le laboureur et ses enfants. Sans avoir travaillé la terre, vous n'allez pas créer la fortune. Okay? Maintenant, donc il faut, et ces grands propriétaires fonciers sont satisfaits à collecter le métayage, les deux moitiés et l'affermage. Donc non, il faut devenir fermier capitaliste et créer la fortune. Et alors, vous n'aurez plus la question de couleur, parce que vous avez une société où il y a des bourgeois. Et ces bourgeois peuvent être noirs, ou mulattes, ou chinois, ou verts, comme vous voulez. Mais vous avez des gens dont la position économique, pas la couleur de la peau, leur position par rapport aux moyens de production détermine leur classe sociale. Non pas la couleur de la peau. Il faut sortir de ces débats. Et la gestion individuelle vient aussi de résoudre ce problème. Parce que si vous êtes en mesure de gérer vos actifs, ça va vous permettre de vous émanciper et de créer la fortune que vous désirez avoir. Et maintenant, vous devez comprendre que la fortune, ça ne se crée pas dans une génération. Parce que les générations, la fortune se crée d'une génération et ce qui est hérité par l'autre génération, l'autre génération le fait croître, etc. Vous avez, il y a ce livre de Balzac, le père Goriot, où il a fait plein d'exemples de littérature, dans la littérature écrite, où la notion de la bourgeoisie, la croissance de la bourgeoisie, le transfert du savoir, le transfert du capital d'une génération à une autre, qui fait que les fortunes deviennent plus grandes. Vous prenez l'entreprise des Ford, mais ceux-là qui ont hérité de l'entreprise l'ont fait croître. Vous prenez les entreprises qui ont beaucoup réussi, ce sont qui ont duré, ce sont les entreprises dont les héritiers ont pu faire croître l'entreprise. Donc tout se base sur la gestion, de même qu'il n'y a pas de génération spontanée, il n'y a pas de fortune ni de richesse spontanée. Et M. William Savary vous nous faire comprendre. Mais par contre, ce qu'il y a peut-être le développement de la matière grise. Parce que quelqu'un qui peut être d'origine modeste, ne pas avoir les moyens financiers, mais qui est intelligent, peut créer quelque chose qui répond à une demande. Et si vous voulez créer un produit ou un équipement qui répond à une demande, ça peut vous servir pour faire fortune. Par exemple, en l'occurrence, on peut prendre Microsoft.
Bon, là, les fonds de Bill Gates, c'est une génération. Vous prenez le gars qui a Amazon, c'est une génération. Vous prenez le gars Tesla, c'est une génération. Donc, c'est vraiment la matière grise. Donc, les gens, au lieu de se battre pour le pouvoir, les gens devraient se concentrer pour développer la matière grise. Et la matière grise veut dire le savoir. Hein, et voir qu'est-ce qu'ils peuvent créer pour créer fortune. Au lieu de se baser de se rejeter sur cette histoire de couleur incessamment. Merci beaucoup, M. William Savary, de votre disponibilité. Merci de ce partage fructueux important dans la circonstance actuelle. Merci encore une fois. Merci, M. Desaugustes. Merci, Métropole. Merci, auditeurs et auditrices de Métropole. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Vous avez vu avec vous aujourd'hui sur le plateau l'économiste William Savary, propriétaire, fondateur de Haiti Stock Exchange, qui a été avec vous sur le plateau, qui s'est partagé donc en cette circonstance particulière. Partager, c'est ce qui construit la vie, l'amour, etc. Car tout garder pour soi, c'est périr. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.